Tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aimerais prendre un moment pour vous remercier. Merci tout le monde d'être ici présent à ce webinaire sur la cybersécurité présenté par Solulan. Merci également de prendre en considération la cybersécurité en général, de voir que vous êtes préoccupé par cet enjeu. Nous touche beaucoup parce qu'on voit euh, que c'est un enjeu qui prend de plus en plus de place dans les PME. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets, mais avant tout, j'aimerais me présenter. Mon nom est Martin Boutin, je suis directeur de compte chez Solulan et j'ai avec moi mon collègue Nicolas Côté, qui est chef de pratique au niveau de la cybersécurité. Donc, bonjour Nicolas, ça va bien? Oui, toi, Martin? Oui, ça va très bien, merci. Tout au long de la rencontre, je vous invite à poser des questions. OK? Dans le haut de votre écran, vous allez retrouver un petit icône Q&R. Donc, pour des questions que vous aurez tout au long de la rencontre, je vous invite à les poser. On a une équipe en arrière qui va être là pour y répondre à ces questions-là. Si on n'a pas le temps, OK, ou si on n'est pas en mesure d'y répondre immédiatement, ce qu'on va faire, on les prend en note et puis on vous répondra à la fin de la rencontre aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va vous parler très, très brièvement de Seuland, qui on est, où est-ce qu'on arrive, puis où est-ce qu'on s'en va. Puis après ça, on va sauter vraiment dans le cœur du sujet, qui est la cybersécurité. On va parler d'authentification MFA, donc, qui est le Multi-Factor Authentication. Euh, on va parler d'ingénierie sociale, de vishing et de phishing, et d'utilisation de l'IA. L'IA, on entend parler à tous les jours de plus en plus. Donc, on va être là vraiment pour démystifier la portion sécurité à travers l'utilisation de l'IA. Je sais qu'on va utiliser, vous m'avez entendu parler de MFA, qui est un terme anglophone, phishing. On va tous les décortiquer un peu plus tard dans le courant de la rencontre aujourd'hui. Donc, comme je le mentionnais, qui nous sommes? Solulam. Solulam, on est en affaires depuis 1999, donc ça fait plus de 25 ans qu'on est en business. Solulam, c'est une firme de consultants TI. OK? On est hautement qualifié et je vais vous présenter un petit peu tantôt là, les chiffres à l'appui par rapport à cette qualification-là. Euh, on a une multitude de services également, là, on va en reparler un peu plus tard. Ce que j'aimerais que vous portiez attention sur cette image-là qui est à l'écran, c'est deux étiquettes. La première étant, on est très fiers de ça, en 2023, on a été nommé par Microsoft au niveau mondial comme étant finaliste, comme partenaire de l'année. Donc ça, c'est un haut fait de celui-là. On est très fiers de ça. Également, la deuxième étiquette que j'aimerais que vous portiez attention, c'est celle qui est tout de suite à côté, SOC 2 type 2. Pour ceux qui ne savent pas, SOC 2 type 2, c'est une certification de cybersécurité, justement, qui est reconnue mondialement. C'est une certification qui est assez difficile à obtenir, qui demande des centaines de contrôles et il y a des outils de façon périodique afin de s'assurer que d'être toujours certifié ou potentiellement certifiable pour celle-ci. Si vous avez des questions par rapport à la SOC 2 type 2, Solane, on est en mesure de vous aider à l'obtenir, cette certification-là. Solane en chiffres maintenant. Solane en chiffres, on parle de plus de 80 employés, au-delà de 600 clients actifs. Euh, Quand je parlais tantôt de l'expertise, hein, qu'on était hautement qualifié, on a plus de 40 experts qui sont certifiés. On a qui sont certifiés Microsoft, il y en a d'autres qui sont certifiés plus au niveau du réseau, donc tout ce qui est network. Également, on a les gens comme Nicolas et son équipe qui sont certifiés au niveau de la cybersécurité. On a on n'a pas au-dessus, on a 5 bureaux. On a notre siège social, il est à Blainville. On a un bureau à Varennes, sur la rive nord, sur la rive sud de Montréal plutôt. On a un bureau à Québec, Toronto et également à Miami. Celui-là, le mot expertise revient encore une fois. Ça fait 25 ans qu'on est là, plus de 25 ans même qu'on est là. On a développé au fil du temps une expertise euh,
vraiment, vraiment pointu au niveau de Microsoft particulièrement et au niveau des TI en général. Le One Stop Shop qui est là, One Stop Shop, celui-là, en fait, se veut un arrêt unique pour tous vos besoins en TI. On va voir les différentes gammes de services qu'on offre un peu plus tard, mais il reste qu'avec celui-là, vous êtes en mesure d'être servi pour la totalité de vos besoins en technologie. Finalement, la flexibilité. On offre chez Solan chez Solan des offres pré-bâties pour vos besoins. Il reste qu'on se veut flexible, on se veut agile vis-à-vis celle-ci, vis-à-vis nos offres. On est toujours en mesure de rajouter certaines parties, certains services, d'en enlever si ceux-là ne vous conviennent pas. Donc, retenez ça au niveau de la flexibilité pour cela. Au niveau maintenant de nos services. Euh, j'ai parlé des services gérés ou co-gérés. Hein, ça se trouve être Solulan, en fait, prend le contrôle de votre département TI, ou en fait, devient votre département TI pour ce qui est du support, entre autres, ou vos autres besoins en TI. On a des services info-nuagiques. Donc, on vient surveiller et protéger vos données qui sont dans le cloud. Service TI, on parle de projet ici. On parle de projet de migration, par exemple, de Google vers Microsoft, des projets de migration vers SharePoint, vers le cloud. Donc, tous projets TI confondus. Et finalement, on a un département spécialisé en cybersécurité. Puis c'est un petit peu là, euh, le, le roi aujourd'hui, hein, le département de la cybersécurité, parce qu'on va parler de ça, de cybersécurité. Donc, on a une équipe qui est dédiée avec une panoplie, encore une fois, de certification pour s'assurer que les connaissances restent toujours à jour pour vous en faire bénéficier. On va commencer aujourd'hui avec le MFA. Tout d'abord, je vais laisser parler Nicolas. Nicolas, qui est notre expert, qui est le chef de l'équipe en cybersécurité. Première des questions, Nicolas, euh, qu'est-ce que le MFA? Oui, très bonne question, Martin. Fait que le MFA, tu l'as mentionné tantôt, on va dire en français cette fois-ci, l'authentification multifacteur. Euh, c'est vraiment avoir une méthode additionnelle quand on se connecte à nos différents comptes, nos identifiants. C'est vraiment de venir prouver que c'est bien nous. Ça peut se faire par différents moyens. Ça peut être par un petit texto, hein, un code à 6 chiffres qu'on soit sur notre téléphone. Ça peut être via une application d'authentification, comme le Microsoft Authenticator. Ou ça peut être aussi assuré par la biométrie, d'avoir le doigt, Face ID. Mais le principe ici, c'est Quand tu vraiment parles de d'avoir une Face méthode. ID, c'est Oui, l'authentification d'usage. exactement. Comme je mentionnais la technologie d'Apple ici, là, mais la reconnaissance faciale, oui. Fait que non seulement d'avoir un mot de passe pour s'identifier, hein, notre identifiant, notre identité dans un système, dans une Ouais. plateforme, mais de prouver vraiment qui on est avec une méthode additionnelle. Puis ces méthodes-là vont toujours être quelque chose d'unique. C'est soit quelque chose qu'on possède, notre téléphone, soit une caractéristique qui est propre à nous, fait que la biométrie dans ce cas-là. Fait que c'est vraiment juste d'avoir quelque chose d'additionnel au mot de passe. Je reviens aussi là-dessus sur le mot de passe. Je veux juste mettre de l'emphase là-dessus. C'est vraiment juste notre identité, là. Ça prouve pas qui on est, un mot de passe. Ça, quelqu'un pourrait l'avoir trouvé sur le post-it en dessous de votre clavier. Fait qu'on veut vraiment après s'assurer qu'on a bien affaire à cette personne-là, là, en arrière du clavier, de l'écran, en venant prouver son identité par les moyens que j'ai décrits plus tôt, là. OK. Donc, une combinaison du mot de passe et du MFA vient sécuriser le fait de qui on est, puis on va prouver qui on est en arrière de l'ordinateur. Exactement. On vient vraiment OK. prouver que c'est la bonne personne. Euh, Puis c'est un standard aujourd'hui, là. Fait que si le OK. MFA n'est pas activé sur tous vos comptes professionnels particulièrement, allez activer ça tout de suite, là. C'est Ben, très important. parlant de ça, Nicolas, je m'excuse de t'interrompre. On a préparé un petit sondage pour les gens qui sont là, à savoir si vous aviez un MFA qui est configuré au niveau professionnel. OK? Donc, je suis très curieux de savoir, parmi les gens qui sont ici aujourd'hui, puis vous allez voir, ça va prendre
4 secondes à répondre le sondage, de voir qui aujourd'hui a le MFA qui est configuré au niveau de son environnement de travail. Nicolas, si tu veux partager le sondage. Oui, j'envoie ça à l'instant. Je vous invite à répondre. Je vais répondre moi-même. Martin Absolument, aussi. j'ai reçu le mien, oui, tout à fait. Par la suite, Nicolas, tu vas pouvoir peut-être prendre le contrôle de l'écran puis nous partager peut-être les résultats. Certainement. En fait, je pense que vous avez accès à le chat. Je pourrais les communiquer directement, là. Écoute, à date, sur 9 réponses, tout le monde l'a activé. Je suis rassuré. Donc, nos clients et les gens qui nous écoutent prennent les bonnes actions. Oui, semble. Si personne n'a menti, oui. Good. Ça semble appliqué dans l'ensemble. Fait que c'est bon. Euh, Puis on en vient aux répercussions, oui. Exactement, exactement. Si les gens ne mettent pas en place la MFA, quelles pourraient être les répercussions pour leur entreprise? Oui, on le voit aussi là, à l'écran. Fait que c'est pour ça que c'est primordial aujourd'hui, qu'on doit activer ça partout. Euh, Puis je veux juste expliquer pourquoi là, le schéma d'attaque qui est possible quand on n'a pas l'MFA, qui nous amène à ces répercussions-là malheureuses. Fait que si vous recevez un courriel d'hameçonnage, par exemple, fait qu'un courriel qui ressemble beaucoup à un courriel véridique, par exemple, de Microsoft, qui vous avise que votre mot de passe a expiré ou que vous allez perdre accès à votre compte, puis vous cliquez sur le lien. Ce lien-là, probablement, il va vous amener à une fausse page qui va aussi beaucoup ressembler à la page de connexion de Microsoft. Puis si vous n'êtes pas attentif, vous entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe, puis que vous n'avez pas le MFA, mais la personne à l'autre bout qui vous a envoyé ce faux courriel-là, cette fausse page de connexion-là, va avoir votre combinaison, là, votre identifiant, c'est-à-dire votre nom d'utilisateur et mot de passe. Si vous activez le MFA, cette personne-là va tenter de se connecter. Elle n'aura jamais votre téléphone, votre doigt, vos yeux, votre visage, puis elle ne pourra jamais compléter son attaque. Elle ne pourra jamais accéder à votre compte. Puis on évite des répercussions comme ça, là, quand on a une méthode d'authentification supplémentaire là, pour vraiment prouver qui on est. Si on n'active pas le MFA et on arrive à un compte compromis, malheureusement, les répercussions, vous les voyez, là, c'est quand même sérieux, là, une intrusion, un accès non autorisé. Quelqu'un se connecte à notre compte, hein, il prend notre identifiant, notre identité. Puis là, ça amène évidemment à du vol de données. Il y a accès à tout ce que nous, on a accès normalement. Ça peut engendrer des pertes financières. On a la loi 25 aussi. Fait qu'au niveau de la conformité, de la réglementation, ben, on doit déclarer ces types d'incidents-là. Évidemment, ça peut avoir un impact sur la continuité des activités de vos affaires, là. Je me fais souvent poser une question, Nicolas. Le MFA, là, on parle de mettre le MFA dans un cadre professionnel. Est-ce que Ouais. de mettre le MFA sur nos différentes applications plus personnelles pourrait être une bonne idée aussi? Certainement, Martin. Comme je l'ai mentionné tantôt, là, on veut activer ça partout. C'est un standard aujourd'hui. Fait que, habituellement, c'est pas trop compliqué à activer, là. On va dans la section paramètres de la plateforme en tant que telle. Fait que personnel ou professionnel. On va dans les paramètres de notre compte. On a souvent une section sécurité. Puis on a assurément le MFA, là, ou le tout FA, l'authentification à deux facteurs, multifacteurs. C'est des synonymes. Fait qu'on veut aller activer ça puis suivre les étapes, là. Maintenant, on doit avoir certainement des trucs ou des moyens de déjouer tout ça, déjouer les attaques là, avec le MFA, n'est-ce pas? Oui, ben oui, certainement. Euh, il y a des trucs. Puis là, merci. Configurez-le partout, on vient de le mentionner. Compte personnel, professionnel, MFA, c'est un standard, je le répète. Là, on l'a vu avec le sondage. Ça semble bien compris ici. Mais si vous avez oublié la portion personnelle, là, votre Facebook, votre compte iCloud, allez activer ça tout de suite, là. Fait que ça doit être actif sur l'ensemble des accès. Puis, il y a aussi plusieurs méthodes au niveau du MFA. Puis ça, c'est le truc que je donnerai aujourd'hui.
Il y a des méthodes meilleures que d'autres, là, qui offrent un meilleur niveau de sécurité. On les a mis en ordre ici, là. La meilleure méthode, selon nous, c'est vraiment l'application d'authentification. Fait que la meilleure, selon nous, c'est le Microsoft Authenticator, qui est disponible gratuitement sur le App Store ou le Play Store, sur votre appareil mobile. Fait que pourquoi? C'est parce que cette méthode-là, là, c'est vraiment dans votre appareil, c'est isolé. Votre appareil est sécurisé, je l'espère, avec un code, la biométrie. Fait qu'on s'authentifie pour s'authentifier quand on a une application d'authentification, là. On vient vraiment déverrouiller notre appareil puis accéder au code. Fait que c'est plus sécuritaire. Puis l'application aussi va nous donner un code aléatoire qui va changer, mais elle peut aussi offrir la biométrie. Ça, c'est le deuxième au niveau des meilleures méthodes de MFA. Fait que d'activer, si on peut, dans une plateforme, le MFA avec le doigt, la reconnaissance faciale, ça va être très sécuritaire. Puis en dernier, c'est mieux que rien, mais d'activer la validation avec SMS, des appels. Cette méthode-là, comme j'ai mentionné, c'est mieux que juste avoir un mot de passe, mais c'est que la technologie utilisée là, pour les textos, pour les appels, est moins sécuritaire que les autres, là. Il y a un risque d'interception, mais ça reste beaucoup mieux que ne pas en avoir, là. OK. Puis de rester vigilant, en fait. Tu sais, puis Oui, je pense que rester vigilant, on va le répéter tout au long de la rencontre aujourd'hui, mais il reste que euh, d'utiliser le gros bon sens lorsqu'on utilise ces techniques-là. Ben, c'est ça, c'est le gros bon sens, quoi. oui, puis on va revenir là-dessus plus loin, là, avec le prochain sujet, mais de rester vigilant en tout temps, là. Exactement, exactement. Dans ce prochain sujet, on parle d'ingénierie sociale, OK? Euh, ou dans le domaine, on parle de social engineering. Nicolas, c'est quoi exactement l'ingénierie sociale? Oui, bonne question, Martin. Fait que j'ai déjà un peu parlé dans le premier sujet avec l'hameçonnage, mais c'est une technique de manipulation, en fait, qui va vraiment utiliser nos émotions euh, pour qu'on transmette des informations, des données qu'on n'aurait pas transmises normalement là, à cette personne-là qui nous a contactés, même des fois donner nos identifiants, hein. Fait que Mhm. c'est vraiment d'exploiter les faiblesses humaines. Fait que, par exemple, on a des exemples ici. Vous recevez, je l'ai mentionné précédemment, un courriel de Microsoft qui va demander de réinitialiser votre mot de passe. C'est urgent. C'est souvent la notion là, dans l'ingénierie sociale. On vient solliciter des émotions comme la peur, l'urgence, le sentiment d'urgence. Il faut changer rapidement, là, sinon on va perdre accès à notre compte. Évidemment, dans cet exemple-là, le courriel ne viendrait pas de Microsoft. Fait que ça serait quelqu'un d'autre qui essaierait de vous convaincre via un courriel, donc quasi authentique, de réinitialiser votre mot de passe. Un autre exemple, ça serait un fournisseur qui vous dit vous devez effectuer le paiement rapidement. On a changé de compte bancaire. Il vous donne ces informations-là, puis vous êtes en retard. Ça presse. On va couper le service si jamais vous n'effectuez pas le paiement dans les 24 prochaines heures, par exemple. Encore une fois, ça serait un exemple qui viendrait solliciter nos émotions. On va perdre un service si on ne paye pas. Fait que c'est urgent. Ou un exemple commun aussi, là, on le voit souvent, un technicien qui appelle. On n'a rien demandé. Il nous appelle en disant un virus a été détecté sur votre machine. Il faut absolument que je me connecte à votre poste. Sinon, il va y avoir des impacts. Votre système est compromis. Toujours ça, là. Le sentiment d'urgence, ça revient souvent dans ces types d'attaques-là. Donc, lorsqu'on reçoit un courriel ou une demande de ce genre-là, puis que ça vient solliciter une émotion, comme tu le mentionnes, la peur, l'urgence d'agir, ben, faut avoir le réflexe, en fait, de prendre un pas de recul, puis d'analyser comme il faut la situation. Tout à fait, Martin. Oui, c'est pas normal de vivre des émotions comme ça à travers des courriels, là. Ça reste des Mhm. courriels. Fait qu'on se méfie. On l'a mentionné, là, on reste vigilant. Tu sais, des amis, des collègues qui vous envoient des requêtes qu'ils font jamais habituellement. Puis en plus, cette requête-là est urgente. Posez-vous des questions, là. Fait que si ça sollicite vos émotions, c'est qu'il y a quelque chose d'inhabituel, là. Il y a vraiment, ça sort de l'ordinaire. Fait que quand c'est urgent, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est pas toujours des émotions négatives, hein. Des fois, c'est aussi, on va y aller avec la sympathie. Peux-tu me rendre un service? Si tu me donnes cette information-là, moi, je vais te redonner ça en échange. Fait que
Des fois, Ou ça par sollicite exemple, vous d'autres avez choses. gagné une carte cadeau de eBay ou bref, peu importe, là, cliquez sur ce lien-là, posez-vous des questions. C'est un petit peu ça ce que tu dis, Nicolas, c'est ça? C'est un bel exemple, ça, Martin. Oui, tout à fait. Fait que c'est des émotions qui sont sollicitées, là. C'est pas normal. Puis le truc que je mentionnerais, là, c'est que si vous avez un doute, faites juste communiquer avec la personne avec un autre moyen, comme l'appeler. Fait qu'on passe par un autre canal de communication. Je pense que c'est la façon de faire pour être sûr, là. Tout ça amène certaines répercussions, que ce soit chez l'individu, que ce soit pour l'entreprise visée. Peux-tu m'en parler un petit peu, Nicolas? Oui, certainement. Puis on a affiché ici les émotions souvent qui sont sollicitées par les attaques d'ingénierie sociale. Fait que la première, c'est la peur, hein. On va vous faire peur, vous allez perdre accès au service. Il y a toujours une conséquence, un contexte qui va solliciter la peur, mais aussi ça va être la curiosité, le sentiment d'urgence, ou comme j'ai mentionné, on va y aller plus sur la confiance, la sympathie, avec des demandes de service. Mais les répercussions, ça revient un peu au même qu'on mentionnait précédemment. Fait que si vous donnez des informations là, ou vos identifiants à quelqu'un qui a sollicité vos émotions via une attaque d'ingénierie sociale, bien là, on donne un accès non autorisé, là. On peut donner notre identifiant, ce qui va ouvrir accès à notre compte, à des informations qui amèneraient à des fuites de données. Ça peut amener aussi des pertes financières, là. Il y a des Mhm. données qui sont extraites, c'est sûr que ça peut avoir des pertes, des impacts. Puis, juste au niveau de la confiance en général, là, la réputation de votre entreprise, si vous avez vous-même donné votre compte qui a mené à ces répercussions-là, la confiance, les clients, ça va être affecté, votre réputation. Puis ça, malheureusement, il n'y a pas de sauvegarde pour ça, là. On ne peut pas restaurer la réputation, c'est assez précieux. Puis aussi les sanctions là, reliées à la loi 25. Tout à fait. Puis, tu sais, peu importe le sentiment, tu sais, si jamais vous faites avoir, ça va être important quand même de communiquer avec votre partenaire TI, hein, soit Solulam, pour ne pas le nommer, mais pour s'assurer justement de mitiger cette attaque-là. Euh, Puis on parle de perte de confiance, perte de réputation. Je vous souhaite vraiment pas avoir un jour à faire l'appel à vos clients, dire, écoutez, je me suis fait hacker, voici ce qu'il y en est. Donc, c'est pas un appel qui est plaisant à faire. Euh, Fait que ça revient un petit peu, c'est ça, à la perte de confiance à ce niveau-là, là. Fait que, Oui, bon point, Martin. Puis si je peux le ramener, là, la loi absolument. 25 oblige à déclarer ce type d'incident-là, là. Si Oui. jamais un de vos comptes est compromis puis qu'un un acteur malveillant a accès à vos données, il faut le signaler maintenant, là. Heureusement, il y a des solutions à ça, où il y a des moyens pour éviter de tomber dans le panneau. Euh, Encore le MFA qui revient, hein, Nicolas? Ben oui, tout à fait. On a commencé avec ça, mais c'est le meilleur moyen de se protéger contre l'ingénierie sociale sur la portion compte, là, au niveau de vos identifiants. Parce que même si vous donnez accès par mégarde, là, comme par exemple dans l'attaque de phishing, d'hameçonnage que j'ai décrite plus tôt, ben, ça va être bloqué, là, parce que la personne n'aura jamais votre validation supplémentaire là, que vous avez mis en place via l'MFA. Ben, sinon, c'est la formation, hein. On parle de failles humaines. Ça prend des solutions humaines aussi. Fait que ça se fait via nos connaissances, avoir les bons réflexes, euh, savoir quand réagir, quelle action prendre, à quel moment. C'est sûr que ça, c'est un des meilleurs conseils qu'on peut donner. Mhm. Puis, par le fait même, les exercices d'hameçonnage, c'est toujours une bonne pratique. L'hameçonnage étant la méthode d'ingénierie sociale la plus commune. Mais c'est bon de garder à l'interne une fréquence au niveau des exercices d'hameçonnage. Comme ça, on garde nos réflexes, hein. On est sujet à des courriels d'hameçonnage souvent, dans un contexte safe, sécuritaire. Puis ça permet de garder nos réflexes aussi là, au niveau de l'identification des courriels. Puis sinon, c'est d'avoir une bonne solution de filtrage à l'entrée pour nos courriels. Fait qu'une solution comme Microsoft Defender qui laisse le moins de courriels d'hameçonnage possible passer, là, qui va filtrer la majorité de ceux-là, là. OK. Donc, pour ce qui est de Defender de Microsoft, je vous invite à communiquer avec, encore une fois, votre partenaire TI. Il va être en mesure de vous expliquer un peu comment le mettre en place, puis si c'est ou pas inclus dans le type de licence que vous avez. Puis je vois que rester vigilant, ça revient encore, hein, Nicolas? Toujours, restez vigilants.
le principe de ne pas faire confiance. Fait que c'est important au niveau des technologies qu'on utilise, particulièrement les courriels. Là. Fait que de rester vigilant, s'assurer que ça vient vraiment du bon intervenant. Là. Absolument. Tu as parlé d'hameçonnage. Hein, pour les gens qui ne savent pas, hameçonnage et phishing, c'est un petit peu la même chose. Euh, mais il y a phishing, hein, qui est un nouveau mot que les gens n'ont peut-être pas entendu. Et puis, Nicolas, si tu peux me faire la différence entre le phishing et le phishing. Oui, tout à fait. Premièrement, ben, on se rappelle, c'est des techniques d'ingénierie sociale, on vient de le mentionner. C'est les techniques les plus courantes. Là. On n'a pas la statistique à l'écran, mais je pense que 90 à 95 des incidents de confidentialité qui commencent avec cette technique-là, un courriel d'hameçonnage ou un appel d'hameçonnage, qui est appelé le phishing. Fait que c'est quoi? Le phishing, ben, c'est un courriel qui va avoir l'air très authentique, mais qui ne l'est pas, en fait. Fait que c'est quelqu'un qui vous envoie un courriel en se faisant passer pour une personne ou une entité de confiance, comme Microsoft ou le président de votre compagnie. Puis il va essayer par ce courriel-là de soutirer des informations, de vous envoyer sur un site web qui va vous faire rentrer votre nom d'utilisateur, mot de passe. Fait que lui, vraiment, il essaye d'obtenir le plus d'informations possible avec ce faux courriel-là. Très courant comme technique. Puis le phishing, ben, c'est la même chose, mais par le téléphone. Fait que la personne va essayer d'obtenir des données, vos accès ou obtenir quelque chose que cette personne-là n'aurait pas accès normalement en vous convainquant au téléphone, en sollicitant vos émotions. Puis il va essayer de vous tromper. Là. Par rapport à ça, Nicolas, est-ce que l'intelligence artificielle devient un problème à ce niveau-là, dans le sens où est-ce que il existe certainement certains logiciels d'intelligence artificielle qui vont imiter ma voix ou imiter la voix de votre grand-mère ou bref, un proche et pourrait être utilisé euh, pour aller tenter de vous soutirer de l'information, c'est ça, hein? Oui, ouais, bon point, Martin. Dans le fond, avec l'IA, ça permet maintenant euh, assez précisément de recopier la voix de quelqu'un avec un petit échantillon très court. Là. Fait qu'avoir un 30 secondes de la voix de quelqu'un, 1 minute aujourd'hui, avec les bons outils, on peut carrément cloner une voix, là, puis après l'utiliser pour faire des appels. C'est vrai. Puis ça va aller de plus en plus en empirant. Là. La technologie s'améliore au niveau de l'IA très rapidement. Fait que oui, faut penser que la voix peut être clonée aujourd'hui. C'est un fait. Heureusement, il y a des trucs pour ça. Là. On va y arriver plus tard, je pense, au niveau des trucs. Oui, Présentement, j'aimerais ça que vous preniez euh, 30 secondes, même pas 30 secondes, 20 secondes pour regarder l'image qui est à l'écran et essayer de trouver, euh, si, d'un, si c'est un courriel qui est légitime, de deux, si ce n'est pas légitime comme courriel, essayer de trouver comment est-ce qu'on peut faire pour voir si c'est un courriel d'hameçonnage ou pas. Donc, prenez les 10, 12, 15 prochaines secondes pour tenter de voir si c'est un courriel légitime ou pas. En fait, je peux vous donner la réponse tout de suite. Ce n'est pas un courriel légitime. Et puis, Nicolas va être en mesure de vérifier avec vous comment est-ce qu'on est en mesure de, de voir que ce n'est pas légitime comme courriel. oui, merci Martin. Fait qu'on le voit clairement. Là. Ici, un courriel qui venait de Microsoft, un partage de SharePoint, des choses qu'on reçoit couramment quand on utilise Microsoft 365. Fait qu'ici, le Finance SharePoint nous aurait partagé une liste des taux en vigueur 2024. Intéressant. Ça semble légitime. Comme tu l'as dit, Martin, ça ne l'est vraiment pas. Fait que, premier indice, je commence en haut à gauche, là, le domaine du courriel reçu. myonlinesecuritysupport.com. Le courriel s'affiche comme étant en provenance de Microsoft, mais le domaine, là, fait que ce qui est après l'arrobase, ça n'a aucun lien avec Microsoft. On s'attendrait ici à avoir au moins Microsoft.com, SharePoint.microsoft.com. On n'a pas ça. Juste en dessous, on a un avertissement, on a un bandeau jaune qui nous indique que le courriel vient de l'extérieur de l'organisation. Ça viendrait vraiment du département de finances qui vient de votre SharePoint
on n'aurait pas ce banderole-là qui avertit que ça provient de l'extérieur. On a un deuxième indice. Le troisième, c'est Finance SharePoint en plein milieu de l'écran. Finance SharePoint, c'est pas quelqu'un, ça. Normalement, quand on reçoit un partage, ça vient de quelqu'un qui nous l'a partagé. Fait que ça pourrait être un indice. C'est assez générique. Finance SharePoint, pas personnalisé du tout. Fait que ça pourrait donner un indice que c'est un courriel d'hameçonnage. Puis le dernier, je dirais, assez important, on donne toujours le truc de survoler un lien avant de cliquer dessus avec sa souris. Puis on le voit à l'écran, là, c'est ce qui est, on a vraiment la souris avant de cliquer. Ça affiche le lien où on va être redirigé si on clique là-dessus. Encore une fois, on s'attendrait à voir sharepoint.com, mais on a service no reply.info. Encore une fois, aucun lien avec Microsoft, là. Fait que ça devrait nous mettre la puce à l'oreille que c'est un faux courriel. Oui, Ouais. tout à fait. Ça, c'est vraiment le réflexe qu'il faut développer quand c'est un courriel. On Puis, a un autre merci exemple. Martin. Oui, Oui. en fait, c'est la continuité. Si on clique sur le lien, on se ramasse sur une page, comme j'expliquais précédemment, qui est très, très similaire à la page de connexion de Microsoft qu'on est habitué de voir en se connectant à SharePoint. Encore là, on a une autre chance. On a un autre indice. Même si on n'a pas vu dans le courriel que c'est un courriel d'hameçonnage, la dernière chance, c'est de valider le domaine en haut, dans la barre d'adresse. Est-ce que je suis sur sharepoint.com, tel que le courriel l'annonçait? Puis là, on voit que on est sur validated domain cloudsurveillance.net. On n'est vraiment pas à bonne place, là. Fait on a mis la petite image d'hameçon à droite. Vous voyez cette page-là, là, vraiment comme ça, là. Il y a quelqu'un à l'autre bout qui attend juste pour votre nom d'utilisateur, mot de passe, ça. C'est vraiment la même chose. Si malheureusement, ben, vous n'avez pas le réflexe de valider les éléments qu'on vient de mentionner, puis vous donnez le nom d'utilisateur, mot de passe, il y a quelqu'un qui va le recevoir au bout de la ligne, là. Puis encore une fois, il y aura des répercussions. Oui, tout le temps. Fait que c'est sûr, si on n'est pas vigilant, il y a un impact. Fait que pour les entreprises, ça revient encore à la même chose, là. Si quelqu'un donne son identifiant, ben, ça induit des pertes financières, ça peut créer des transactions frauduleuses, ça peut même aller jusqu'à une rançon, hein. La personne a accès à nos systèmes, fait qu'elle peut venir encrypter les dossiers, les fichiers, fait qu'on n'aura plus accès. Puis là, découle de ça, ben, l'atteinte à la réputation, perte de confiance des clients. On a déjà vu ça aussi, là. Un compte qui se fait compromettre, puis qui est utilisé après pour envoyer du phishing. Fait que votre compte, s'il est compromis, pourrait être utilisé pour envoyer des courriels là, à tous vos partenaires, fournisseurs et clients. Ça impacte la réputation, là. Le vol de données, les poursuites judiciaires qui peuvent découler de ça. Puis au niveau des individus, ben, on peut perdre carrément accès à nos comptes, là. Que ce soit Facebook, iCloud, je l'ai mentionné, Google, le Gmail. Si on donne nos identifiants, ben, la personne après a accès au compte, là. Elle peut changer notre mot de passe, elle peut venir le verrouiller puis prendre vraiment le contrôle de manière permanente. Ça peut être aussi, ça peut amener à du vol d'identité. La personne a accès à nos accès, à notre identifiant, pardon. Fait qu'elle a accès à toutes nos données aussi, là. Fait qu'elle elle peut en apprendre beaucoup sur nous, puis amener, ça peut amener un vol d'identité, perte financière, puis beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, là, qui aurait juste pu être évité en étant attentif, là, en étant vigilant. Et puis, avec ces petits trucs et les astuces-là également, pour éviter ces désagréments-là. Oui, tout à fait. Fait que c'est des trucs d'usage, hein. On ne partage jamais d'informations sensibles par téléphone, par courriel. On prend les plateformes sécurisées pour ça. Fait que le fournisseur ou le client auquel vous communiquez avec là, a probablement un portail ou une méthode de transfert pour ces données-là. Sinon, c'est préoccupant. On veut valider l'identité de la personne. Fait que l'appeler, prendre une autre méthode de communication, juste pour confirmer que c'est bien elle, là, puis que c'est vraiment attendu comme courriel ou comme Donc, appel. donc, si Vas-y, quelqu'un Martin. m'appelle puis me dit je viens, bonjour, je m'appelle Martin de la Banque nationale, on ne lui donne quand même pas toutes nos informations.
On fait OK, c'est beau, je vais te rappeler. Vous allez chercher les coordonnées de la Banque nationale sur Google, par exemple. Et puis après ça, vous allez être en mesure de retracer la bonne personne si jamais c'est une bonne personne qui tente de vous rejoindre. Oui, très bon truc, Martin. Bon exemple. Oui. Fait qu'on on pourrait dire dans ce cas-là, attends 2 minutes, je vais te rappeler via la ligne de support ou facturation, la ligne officielle. On va la chercher sur le site de l'entité qui nous a contactés, là, comme la banque. Puis on rappelle par là, puis on se ramène au même agent par le canal officiel pour être certain, là. Ça ne coûte rien, ça prend un peu plus de temps, mais ça évite beaucoup de dommages, là. Euh, Puis d'être vigilant face aux liens, les pièces jointes. On n'a pas parlé des pièces jointes dans l'exemple, mais ça aussi, là, on veut tout valider avant l'authenticité du courriel, avant d'ouvrir une pièce jointe, avant de la télécharger. Il faut, on a des petits virus qui peuvent se cacher là-dedans. Puis juste de rester vigilant sur les activités suspectes, là. Si on voit des choses qui se passent dans notre compte, dans notre plateforme, dans notre application, qu'on n'a pas initiées, ça vaut la peine de se poser des questions, de surveiller, de valider pourquoi tel comportement est arrivé, là. Puis on a le truc du mot magique aussi. Fait que de se donner un mot qu'on connaît, ensemble, entre collègues, entre partenaires. Comme ça, si vous recevez un appel, ben, vous pouvez demander c'est quoi le mot magique, juste pour être sûr que c'est le bon intervenant en arrière puis que c'est pas une voix clonée, là. Euh, Ça, c'est un truc assez facile à mettre en place en plus, ça. C'est bon truc. Euh, Ça, c'est plus des trucs, on a vu des trucs plus faciles à mettre en place, qu'on peut faire nous-mêmes. Il reste qu'il y a des solutions technologiques qu'on peut mettre en place pour tenter d'éviter de se faire avoir par une tentative d'hameçonnage ou d'hameçonnage par la voix. Oui, exactement. Fait que ça, on l'a mentionné, là. Les filtres anti-phishing comme Defender, fait que de réduire le plus possible le nombre de courriels indésirables qui rentrent dans nos systèmes. Fait que ça, c'est la première chose. Les mots de passe forts et uniques, c'est toujours une bonne pratique. Fait qu'aujourd'hui, là, un mot de passe fort, c'est considéré comme étant une longueur de 21 caractères, là. Fait que ça commence à être difficile à retenir, ça c'est vrai. Au minimum 14. Puis c'est là qu'on va recommander d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Euh, puis je me permets une petite parenthèse, le gestionnaire de mots de passe, là, non seulement ça génère des mots de passe complexes, ça les enregistre, mais aussi ça donne une sécurité supplémentaire, là. Parce que le gestionnaire de mots de passe rentre vos mots de passe automatiquement. Fait qu'on- Quand on a un gestionnaire de mots de passe, on n'a plus à entrer ses identifiants, il va le faire à notre place. C'est génial. Mais lui, il ne va jamais rentrer votre mot de passe sur un lien d'hameçonnage. Si on n'est pas sur le bon site Internet, votre gestionnaire ne va pas donner les identifiants. Fait qu'on vient rajouter quelque chose de plus. Ah, mon gestionnaire n'a pas rentré mes identifiants. Quelque chose de bizarre. Puis là, ça peut nous amener à valider le lien puis réaliser qu'on n'est pas à bonne place, hein. Le MFA. Pour Vas-y, ce qui est Martin. avant d'aller au MFA, pour ce qui est des mots de passe, Nicolas, on parle beaucoup de phrases de passe maintenant. Est-ce que le fait d'avoir un mot de passe comme j'aime prendre une marche avec mon chien à 9 heures le soir pourrait être un bon mot de passe, en fait? Ça pourrait. C'est assez long. Il faudrait aussi rajouter une petite complexité. Fait que mettre une majuscule à travers ça, mettre des espaces, mettre des caractères spéciaux. Mais oui, ça pourrait être une bonne méthode. Euh, je vais juste revenir sur les gestionnaires de mots de passe rapidement, là. C'est important d'en choisir un qui est fiable. Fait que faites vos recherches avant de sélectionner un outil, là. On veut avoir un gestionnaire de mots de passe qui est certifié, comme SOC 2, comme tu as mentionné, Martin, au début. Fait que juste faire vos recherches avant de sélectionner un gestionnaire de mots de passe. Puis c'est très important de sécuriser l'accès au gestionnaire une fois qu'on l'a sélectionné, là. Il faut mettre le MFA là-dessus tout de suite. Vous comprendrez que ça devient votre voûte, hein. C'est ça qui va contenir tous vos mots de passe. Fait que c'est important là, de bien sécuriser quand on le met en place. On peut communiquer avec celui-là. On a des gestionnaires de mots de passe, justement, qui ont ce type de certification-là. Fait que communiquez avec nous, puis on Oui, va être en mesure de vous guider à travers ça. tout à fait. Donc, tu parlais du MFA avant que je t'interrompe, Nicolas, excuse-moi. Pas de problème. Puis le MFA, je pense qu'on en a assez parlé, mais encore une fois, ici, ça vient réduire le risque, là.
on ajoute une validation supplémentaire, qu'on réduit le risque de compte compromis. Puis encore une fois, on revient aux solutions humaines, là, sensibiliser les employés, se former constamment. Ça évolue rapidement là, au niveau des techniques. Fait que c'est important de se garder à jour, là. Tout à fait. Parlant des techniques qui évoluent, l'IA, hein, l'intelligence artificielle, c'est sur toutes les lèvres. Euh, et puis, on veut se demander, en fait, comment l'utiliser de façon sécuritaire, cette intelligence artificielle-là, parce que tout le monde en parle, ah, c'est beau, ça nous aide dans notre travail, ça nous aide dans notre quotidien, mais il y a certainement des façons de l'utiliser de façon sécuritaire pour éviter que ça nous cause problème tantôt. Oui. Fait que, ouais, je commencerai par mentionner la panoplie d'outils AI qui sont apparus dans les dernières années. On a beaucoup de choix. Euh, c'est une bonne chose, mais au niveau professionnel, c'est à éviter. Fait que le principe là-dedans, là, c'est qu'on veut vraiment régir un outil en entreprise quand on utilise l'intelligence artificielle. On ne veut pas que nos employés commencent à utiliser plein de plateformes différentes. L'enjeu qu'on a là, c'est que vos données, les questions qu'on pose à l'IA, les documents qu'on téléverse pour avoir de l'aide, bien, chaque plateforme a une politique de confidentialité différente, là. Puis de rétention des données aussi. Fait que si on utilise plein d'outils en entreprise, bien, on se ramasse avec nos données à plein d'endroits. Puis ça devient assez facile de perdre le contrôle, là. Puis ça augmente le risque. Fait que ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un outil sécuritaire comme par exemple Microsoft Copilot. Fait que Copilot, par exemple, il va vraiment se distinguer là, par son niveau de sécurité, de protection des données. Ça vient d'un fournisseur fiable, hein, Microsoft. Ils ont quelques années d'expérience. Fait que on sait qu'ils sont conformes aux normes de confidentialité, là. Puis ça va être très strict, que toutes nos requêtes, les réponses, les documents qu'on pourrait téléverser, les agents qu'on pourrait configurer dans Copilot, on sait que ça va rester dans notre bulle d'entreprise, puis que ça ne va pas s'éparpiller. On garde le contrôle comme ça. Puis en plus, Copilot, ben, il donne vraiment une utilisation responsable de l'IA. Il ne va pas permettre aussi de générer du contenu haineux ou quelque chose qui ne serait pas du tout professionnel ou non relié à notre entreprise, là. Fait qu'il va garder ça dans une utilisation responsable. Je pourrais donner le contre-exemple de DeepSeek, qui a une Mhm. politique de confidentialité assez épeurante. Je ne sais pas si vous avez entendu ça dans l'actualité, là, ça fait déjà quelques semaines, mais ça indiquait clairement qu'il conservait toutes les données, là, puis que c'était hébergé en Chine, par exemple. Fait que si vous avez des employés qui utilisent DeepSeek, puis qui ont téléversé des documents, mais ça va être sauvegardé indéfiniment sur des serveurs Puis, là, en Chine. il n'y avait pas une notion par rapport au Parti communiste chinois également qui avait accès aux informations de DeepSeek ou je sais pas trop, là. Ça Ben se oui, peut-tu? c'est ça. En Chine, la loi, c'est que le gouvernement a accès en tout temps aux données hébergées en Chine, là. Fait que vos données sont accessibles en tout temps par le gouvernement chinois si jamais ça a été téléversé dans DeepSeek. D'où Avec l'importance Copilot, on d'avoir, évite ça. exactement, d'où l'importance d'avoir un- l'utilisation là, de l'IA de façon responsable avec une plateforme qui est responsable aussi. Oui, exactement. Puis là, il y a des outils pour mettre ça en place. Fait que comment assurer, par exemple, que seulement Copilot est utilisé dans mon entreprise? Ça se fait avec deux volets. Premièrement, la gouvernance. On veut l'écrire, on veut donner des règles, une politique d'utilisation. Fait qu'on veut indiquer aux employés c'est quoi les règles. Fait que nous, dans notre entreprise, le seul outil d'IA utilisé, c'est Copilot, par exemple. Fait qu'on l'écrit, puis on fait prendre connaissance de la politique par les employés. Puis par la suite, ben, on met en place un contrôle technique qui va vraiment assurer que cette règle-là est appliquée sur l'ensemble des appareils, là. Fait qu'un contrôle technique ou un outil qui permet de faire ça, c'est encore une fois Defender, qu'on peut venir bloquer toutes les plateformes d'IA sur tous les appareils, que ce soit sur Internet ou sur la machine, puis de seulement autoriser Copilot, là. On voit que Microsoft Defender revient encore. C'est une plateforme de sécurité assez puissante, oui. Mais avant d'intégrer l'IA, c'est vraiment important d'analyser son environnement. C'est très puissant là, comme technologie. Fait que, avant de mettre ça en place, il faut vraiment valider que les identifiants sont sécurisés.
Imaginez qu'un de vos comptes est compromis, puis le pirate a accès à Copilot. Il pourrait juste poser des questions pour trouver les informations qu'il a besoin. Ça va l'aider. Fait qu'on veut vraiment sécuriser nos accès avec l'MFA et le principe du moindre privilège. Fait qu'on veut seulement avoir accès au minimum requis pour nos fonctions en tout temps. On ne veut pas avoir accès à toute l'entreprise. Fait qu'il faut valider ça avant de mettre en place l'IA. S'assurer aussi d'avoir identifié nos données sensibles, fait que savoir ils sont où, les avoir bien séparés aussi, s'assurer que les accès sont bien définis dans votre environnement. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à des données sensibles. Puis aussi valider les partages. Est-ce qu'on a des partages ouverts vers des intervenants externes qui pourraient avoir accès à ça en intégrant l'IA? Fait une petite analyse avant là, qui est nécessaire, c'est très important. Mais par la suite, ben, ça se met en place très bien, puis sans répercussion surtout. Là. OK. Donc, les choses à retenir avant de mettre en place Copilot, pour ne pas le nommer, là, c'est d'en faire l'analyse de notre environnement pour s'assurer d'un que ce soit sécuritaire, puis de deux, pour éviter l'accessibilité des informations dites plus sensibles par des gens qui ne devraient pas avoir accès à ces informations-là. C'est ça? Exactement. C'est bien OK. important de valider ça avant. Euh, c'est ce qui met fin à notre webinaire pour aujourd'hui. Euh, Je vous remercie d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous écouter, en fait, d'écouter Nicolas surtout pour les trucs qu'il a donnés, les trucs et les astuces. Encore une fois, référez-vous à votre partenaire TI pour pour vous guider à travers tout ça. La- la- les cybermenaces évoluent. La cybertechnologie évolue également. Donc, c'est important de se tenir à jour et un bon partenaire TI va être en mesure de vous aider, vous guider à travers tout ça. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire ou à nous écrire personnellement. Et sur ça, Nicolas, le mot de la fin? Je pense que le mot de la fin, ça va être rester vigilant. On l'a Oui, mentionné assez, là, mais soyez vigilants. Oui. ouais, posez-vous des questions. Si vos émotions sont sollicitées, prenez 2 minutes supplémentaires pour valider. Rappelez la personne, prenez un autre moyen de communication, activez le MFA, mais restez vigilant. Ça va être le mot de la fin. Sur ces sages paroles, je vous remercie encore une fois de votre présence aujourd'hui. Puis je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Merci. Merci.